Ok, bonjour à tous. Merci d'être là pour cette petite présentation au titre volontiers et volontairement un peu provocateur. Je peux vivre sans ERP et je le vis bien. Je vis sans ERP, pardon, et je le vis bien. Pour me présenter rapidement, donc Yann Tertrais, je dirige une petite agence web d'une cinquantaine de personnes basée en Bretagne. On fait du e-commerce et exclusivement du e-commerce depuis près de 20 ans. J'ai rejoint l'équipe il y a une douzaine d'années et on travaille essentiellement aujourd'hui entre PrestaShop et Shopify avec beaucoup de travaux d'intégration de RP, d'où ce titre et ce sujet. L'idée, c'est de vous poser un peu une vision de ce qu'on peut voir. Je n'ai pas grand-chose à vendre à part nos conseils et nos discussions. On est au stand E32, si vous voulez discuter après, E32 pour Soledis. C'est une lecture un petit peu de ce que nous on voit. C'est forcément très partiel. Il y a plein de discussions, c'est pas du tout absolu, mais en même temps on voit des vraies tendances de fond et on trouvait que ça valait le coup d'en discuter à l'occasion de ce Tech for Retail. Le plan, l'idée c'est de partager d'abord des constats. On aime bien les commérages, donc on va un peu partager, nous, ce qu'on observe depuis 7-8 ans sur le sujet. Et comme on est des bons Français, on va essayer de mettre un peu de théorie sur le débat, d'aller faire un petit peu d'analyse un peu fumeuse, de prendre un peu de recul sur le sujet et sur la fin de présenter rapidement des solutions telles qu'on peut le voir, sachant qu'il y en a plein d'autres également sur des sujets aussi vastes. Sur le constat. Le constat, il commence au milieu des années 2010. Nous, on est passé sur PrestaShop avec la release 1.6. On était auparavant éditeur de notre propre solution. Et à partir des années, j'ai mis 2017, mais c'est à peu près dans ces années-là, on commence à avoir des gens qui, soit des pure players, soit des acteurs traditionnels du commerce et de la distribution ou des fabricants, qui commencent à se dire, mais finalement, PrestaShop, le e-commerce, c'est pas mal. Est-ce que je ne pourrais pas greffer des modules, greffer des compléments pour aller gérer mes achats, ma logistique, etc. À l'époque, donc ça c'était la demande du client que vous voyez à gauche, la jeune fille en blond. Tout ça c'est des exemples réels, je n'ai pas inventé grand-chose. Et à l'époque, on ne savait pas trop quoi faire. On était dans notre situation précédente, on avait des idées. Là, on ne savait pas trop quoi faire, donc on disait allez voir des ERPistes et puis trouver des solutions pour gérer vos achats, votre logistique. Au fur et à mesure du temps, on s'est dit, mais en fait, peut-être qu'on peut se passer pour un certain nombre d'acteurs de RP. Et donc, on réfléchissait avec les clients. Des clients venaient nous voir. J'ai un cas comme ça à Grenoble. Oui, j'ai besoin d'un ERP. Comment je vais le connecter à mon PrestaShop ? On va discuter. Mais en fait, finalement, est-ce que vous avez vraiment besoin d'un ERP ? Et quand je parle d'ERP, là, en l'occurrence, c'était du EBP Sage, avec lesquels on est quand même partenaire. On parle quand même de choses un peu réelles. Et puis, on a commencé à voir des choses se profiler. On a eu des clients qui nous ont dit, tiens, j'ai installé Boost My Shop. C'était il y a quelques années. Alors, est-ce que c'était 2020 ou 2021 ? J'avoue que je n'ai pas trop de souvenirs. J'ai installé Boost My Shop. On avait entendu parler. Tiens, c'est pas mal, ça marche pas mal. Bon, j'ai mis que ça existait aussi en Shippingbo, qui est aussi une autre solution avec qui on travaille. Et puis là maintenant, on est vraiment sur un virage, on le voit de plus en plus. On a encore des exemples au passage tout à l'heure de gens qui nous disent, là c'est 2023, un gros client, pure player, qui avait dépensé des centaines de milliers d'euros dans un Sage X3 et qui dit, ok, j'arrête tout, c'est pas assez évolutif, j'arrête mon Sage X3, je pète tout et je coordonne tout à partir de mon PrestaShop et puis je rajoute des briques autour et j'essaie de me débrouiller sans ERP. Le clou du spectacle est un post que vous pouvez trouver sur LinkedIn d'une de nos connaissances qui a eu, il y a une petite erreur de truc, qui a le A que vous voyez en bas, c'est Obad, pour ne pas le nommer, d'un partenaire avec qui on travaille, dont la mission réelle est de shopifyiser, donc tout centrer le SI de Obad autour de l'action e-commerce. Donc on get rid en anglais, on supprime un petit peu, on réfléchit un petit peu à tout recentrer, tout le système vers le e-commerce. Tout ça, le constat, puis là j'ai fait un truc assez facile, je vais raconter l'histoire de Jiffy, qui est évidemment quelque chose qui est en dehors de notre périmètre de travail, mais d'une refonte Jiffy. En février, Jiffy, ça va bien, mais on a un problème avec nos créanciers pour passer le cap d'une refonte ERP. Le titre que j'ai trouvé aussi qui était pas mal, Jiffy bricole la transformation de son ERP et Jiffy est à vendre.
Bon, a priori, c'est pas sûr qu'il y ait un lien avec tout ça, mais il n'empêche que pour certains nombre de gens, on le sait, nous on a vu des boîtes qui, des refontes ERP, des refontes de SI, se plantent. J'ai un cas très précis en Bretagne, une boîte 80 millions d'euros de chiffre d'affaires, AS400 depuis des dizaines d'années. Arrive le Covid, le e-commerce commençait dans les années 2016. 4 ans, ils n'y arrivent pas et on discute, on fait plein de trucs, on fait des essais, mais le RP a du mal. Arrive le Covid, la boîte a été vendue au bout de 2 ans parce que justement, ils n'avaient pas passé le cap du e-commerce et des usages. On sait très bien que tout ça, câble, voilà, technique, il ne faut pas que je touche. C'est bon? Ok. Donc derrière, c'est qu'effectivement, tout ça, c'est assez sensible, comme ces fils. Que le sujet quand même qui est derrière, quoi qu'on dise, c'est quand même cette notion d'évolutivité, de vitesse de changement. À quelle vitesse? En quelques années, on l'a vu, 2017-2024, en quelques années, 7 ans, ça fait beaucoup peut-être, mais en même temps, quand on achète et développe des plateformes, on essaie de les amortir et de durer un petit peu. On peut un petit peu modifier largement sa situation. Donc voilà, on constate quoi? Une rupture depuis plusieurs années, 7-8 ans. Des outils nouveaux, on en a parlé, Boost My Shop, Shippingbo. Les architectures qui évoluent et un recentrage possiblement vers les briques de commerce et de e-commerce. Voilà pour le changement de paradigme qu'on constate. Si on essaye un petit peu de prendre un peu de la hauteur et de théoriser un peu le débat. On est français, on aime bien tout ce qui est théorique, donc on va essayer de faire le truc. Ça, c'est un slide qu'on donne dans un cours que je donne dans un cours que je présente dans un cours universitaire chez nous en Bretagne, et qui résume un tout petit peu sur une période de 60 ans l'arrivée des SI. On a le premier ERP, qui s'appelait même à l'époque, on a classifié comme un MRP, Manufacturing Resource Planner. Le premier ERP, c'est 65 chez Toyota. Donc, but, chercher des pièces, fabriquer des voitures, etc. Au fur et à mesure du temps, on a cette espèce de vague bleue, vous voyez, qui sont les ERP, d'accord? On va en parler un peu plus sur le plan théorique tout à l'heure. La vague ensuite du e-commerce, qui est à l'envers complètement sur la droite. Le rouge étant le déclencheur, Amazon 94. Un autre déclencheur qui n'est pas négligeable aussi, c'est tout ce qui est réseaux sociaux en 97. Donc on a cette vague-là. Ce qui est important de voir entre ces deux vagues, c'est qu'on a 25 ans, grosso modo, on a une génération de différence, une génération de différence d'estimation des choses, de lancement, d'architecture profonde, parce que quoi qu'on dise, on ne peut pas faire évoluer les choses de façon smooth et rapide. Et donc on a ces 25 ans de différence entre un Divalto, parce que ça s'appelait Interlogiciel autrefois, Divalto, et puis un PrestaShop qui, même s'il a évolué depuis 2007, reste quand même sur une base toujours fortement assez legacy. Un des trucs qui était intéressant quand j'ai préparé ces slides, je fais attention au temps, c'était un papier du Gartner Group que j'ai retrouvé de fin 2000, qui disait un petit peu ce que je disais dans cette présentation, ERP is dead, long life to ERP2, d'accord? Donc il y avait déjà une réflexion à l'époque pour dire les ERP c'était un truc qui existait, mais maintenant on a des nouveaux ERP qui vont devoir arriver, ça en 2000, et ce qui était vrai en 2000 est sûrement encore vrai aujourd'hui. En 2000, la vision du Gartner était déjà pour la vision 2020, d'accord, à la fin de laquelle on est en train d'arriver, c'est des ERP qui commençaient à s'ouvrir. On parle de data collaborative, d'échanges avec des plateformes tierces. On a une vision de l'architecture un peu ouverte, mais on reste encore quand même, et vous allez le voir sur le... Je vais le faire vite fait. On le voit là ici, sur ce graphique, on est toujours sur des ERP très monolithiques qui discutent, mais qui restent encore très centrés. Un des points qui est intéressant que j'ai retrouvé dans cette note, alors les liens, je ne les ai pas, ils sont en hypertexte, donc je ne sais pas si on livre les présentations, mais ça se retrouve facilement en tout cas sur Google, c'est l'obligation pour les ERP d'être centrés sur les finances. Ce qui est intéressant, mais je vous rappelle tout à l'heure, Toyota 65, les ERP démarraient par les opérationnels. C'est l'usine qui démarrait, d'accord? Et donc là, on a des ERP qui, depuis 2000, sont centrés sur les finances. Ce qui est intéressant, c'est que je rapproche ça du cas de Boeing. Boeing, si vous connaissez l'histoire de Boeing, où Boeing aujourd'hui est dans une merde noire, pour être un peu trash et précis, parce que
d'une culture opérationnelle de sécurité d'avionneurs, ils sont passés sur une culture beaucoup plus financière. Et du coup, depuis, et ça s'est fait sur une durée de très longue chez Boeing. Et sur les ERP, c'est intéressant parce qu'on a aussi cette obligation de centrage sur la finance. Voilà. Et puis, il y a un point important, c'est qu'on parle de données qui se baladent, mais finalement, ces données, on ne sait pas trop, elles vont avoir une cinématique un petit peu bizarre, un petit peu dans tous les sens. Je surveille l'heure. Donc la première phase, ça a été effectivement de passer, on va dire, du monolithique, d'un SAP super monolithique, à des choses beaucoup plus ouvertes, un peu comme un bus, d'accord, un bus au sens ordinateur du terme. J'ai un bus, je balance de la donnée, elle se débrouillera bien pour trouver son chemin et sortir de l'autre côté. Donc ça, c'est en gros une espèce de première phase dans laquelle j'ai des PIM, j'ai, tout le monde le connaît ça, des gestions commerciales, de la compta, des CRM, etc. etc. Voilà. Le problème là-dedans, c'est qu'on va avoir des modèles de données, des modèles de fonctionnement des données, des modèles en plus avec des contraintes des outils, des fonctionnements métiers. Certains sont faits plutôt pour tel métier, de la distribution, du manufacturing, tel ou tel métier. Et puis en plus, les outils, dans leur implémentation, vont induire des contraintes. Et je ne parle pas, ça le Gartner l'avait très bien vu, aussi de la modularité des choses, nouvelles fonctionnalités, il ne parle pas de module exactement, mais de compléments, de choses comme ça, dans lesquels les modèles de données vont être affectés. Et effectivement, dès que vous affectez un modèle de données, il faut forcément de l'autre côté comment je vais discuter, comment je vais le faire. Donc on a un problème d'adaptabilité des modèles, d'adaptabilité des fonctionnements, d'adaptabilité de ces choses-là, même si on gagne pas mal en évolutivité. Une petite parenthèse sur la façon dont nous, chez Solidis, on travaille sur ce type d'architecture. En fait, on utilise un ETL. ETL, ça veut dire Extract, Transform, Load. C'est une espèce de multiprise dans laquelle j'extrais de la donnée, je la transforme et je la renvoie vers l'autre système. En adaptant, vous voyez que des flux comme ça, c'est une espèce de truc en no-code. Alors, no-code, le seul truc qui est vrai, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de code. Il y a toujours un tout petit peu à droite et à gauche. Mais je prends des données, je les transforme et je réinjecte de l'autre côté. Et donc, là, typiquement, on fait comme ça. Voilà, je voulais juste le mentionner pour expliquer un petit peu comment on travaillait et pas complètement en mode bus. Le problème là-dedans, je vais le faire un peu vite, c'est que quand on a des données, j'allais dire de type fini au sens mathématique, j'ai des états de commande, pour ceux qui font du e-commerce, j'ai des états de commande, la commande elle est prise, validée, expédiée, etc. C'est assez facile, j'ai une donnée unitaire, atomique, je suis dans le monde des entiers au sens mathématique, c'est assez facile. Après, je peux avoir des données qui bougent quand même pas mal. J'ai pris l'exemple des clients, mais il y en a plein d'autres. Les clients peuvent se gérer dans le e-commerce, dans le CRM, dans la GESCO, avec les ADV qui ont des gens au téléphone, etc., etc. Donc là, on commence avec des données qui commencent à bouger un peu dans tous les sens, sans forcément de priorité. Et puis, faut espérer que tout ça, ça fonctionne. Le gros problème, il est dans les données, ce que j'appelle recalculées. Et là, pour ceux qui font un peu de e-commerce ou de RP, c'est typiquement les factures. Les factures avec les arrondis. C'est très facile dans un système, quand vous avez une facture, vous avez un produit à 200 €, une TVA à 20%, ok, tout ça, ça va marcher. Si par contre, vous avez 999 produits à 1,33 €, que vous mettez une TVA à 5,5 là-dessus, qu'en plus vous avez des frais de port à 12,5 et de l'écotaxe et du machin, là vous êtes sûr que vous allez avoir des problèmes d'arrondi, parce que certains systèmes arrondissent 3 chiffres après les virgules, d'autres 6 chiffres après les virgules, et là, c'est rapidement le bazar. Et dans toutes ces architectures, on commence à avoir des problèmes. Là, en ce moment, on a des problèmes sur un interfonctionnement entre l'imprimeur des chemins de fer belges et les chemins de fer belges, parce que l'un arrondit à 3 chiffres, l'autre à 6 chiffres. Enfin bref, c'est très pratique. Il faut recalculer un peu tout ça. Donc dans toute cette approche de transfert de données, les produits configurés aussi. Je configure des produits, il y a des systèmes où on configure des produits. Si je n'ai pas toute l'historicité pour être capable de revenir en arrière sur le produit, ça devient rapidement compliqué. Donc dans ce truc, tout est dans tout et vice-versa, comme dirait Alphonse Allais. Là, j'ai par exemple schématisé tout ce qui pouvait se passer en termes de données. Ça devient un petit peu le bazar. Donc on a une phase 2 qu'on constate, c'est un peu l'objet de cette présentation, qu'on constate un peu, c'est marrant parce que chez moi ça passe très bien, les titres ne sont pas top là. Et en fait on s'aperçoit que finalement, au lieu de centrer l'architecture sur les données, on va la centrer plutôt sur les métiers. C'est-à-dire qu'on va avoir, alors même si les choses sont un peu toujours similaires, on va avoir plus de choses dans les e-commerce, on va gérer du dropshipping qui va se débrouiller un peu tout seul, et tout ça va gérer. Tout ça, c'est des exemples réels. Ça, c'est un client qui fait, c'est un pure player, 20 millions, qui a simplifié à mort son truc, et qui gère avec des fournisseurs, dans un cadre d'un groupement d'achat, toute la partie gestion logistique, qui simplifie à fond. La facturation, c'est un logiciel qui fait que de la facturation. Il reçoit des lignes de facture, il facture, terminé, basta. D'accord ?
Et derrière, alors je n'en ai pas parlé, mais on a de la BI assez poussée. On est à des projets à quelques centaines de milliers d'euros de BI pour faire marcher et avoir une vraie vision de tout ça. Et pareil de l'autre côté, voilà, le système le plus classique, hein, c'est e-commerce, de la logistique, et puis une facture minimaliste, compta, mais c'est tout. Une autre vue de tout ça, c'est un peu l'espèce de patatoïde, hein, des données et des actions. Hein. Je vous laisse lire un petit peu comment j'ai découpé ça de façon un petit peu créative. On voit comment les outils se plaquent là-dessus. Un ERP, il fait un peu de logistique, des achats, de la compta évidemment. Il fait un peu de paiement, mais pas vraiment. Je n'ai pas réussi à tout tirer. Les clients, le e-commerce, il est plutôt sur le tout fait de produits, facturation client et l'automation évidemment. Les PIM sont uniquement sur les produits en règle générale. Quelquefois, ils vont taper même. On voit des PIM qui commencent à taper vers la diffusion, vers des places de marché. Le truc intéressant là-dedans, c'était un truc qu'on a vu récemment, c'est Stripe. Stripe qui, lui, commence à aller vers de la facturation. Effectivement, c'est pas idiot, parce que si j'ai les paiements, j'ai toutes les lignes de facturation, je peux aller beaucoup plus loin, et ça, c'est un truc que je peux dégager de mon ERP si j'ai la facturation chez Stripe. Bon, il faudra regarder exactement si elle est aux normes diverses et variées, NF 525 et autres joyeusetés du Code des impôts, plus la facture X qui arrive en 2026. Mais c'était un truc intéressant. Et là, on commence à voir ce que j'ai appelé pompeusement, je ne sais pas si c'est le cas, mais ce que j'appelle des WMS nouvelle génération, dont Boost My Shop, Clotilde est là, c'est ça. Je ne sais pas si Shippingbo était présent, j'aurais demandé de venir. Ben voilà, très bien. Donc, on a vraiment des WMS qui viennent en fait dégager un peu le travail des ERP et prendre leur place. Et puis finalement, moyennant pas grand-chose, on fait du e-commerce, on arrive à s'en sortir avec beaucoup moins de choses. Bref, tout ça pour dire, et comme ça je serai dans les temps et à peu près, et même en avance, et il y aura un peu de questions s'il faut. On passe ce qui était intéressant, c'est qu'on passe de SI qui était orienté opérationnel, donc les factories, les usines, hein, l'opérationnel de Toyota, à des choses qui sont devenues, dans les années 90 et 2000, centrées sur la compta au sens très large du terme, la gestion, la maîtrise des flux de l'entreprise. Et puis aujourd'hui, on commence à revenir vers quelque chose qui est plus orienté vers les opérations, vers le concret complètement. Donc est-ce que c'est un retour aux origines? C'est à voir. Et puis, bon, comme je fais un peu de bateau et que les marins aiment bien faire des phrases, hein, pour ceux qui ont la ref en tête, je trouvais que c'était pas si mal que finalement, dans un monde d'échanges qu'on essaie au plus juste, et le e-commerce n'est pas toujours très bien vu là-dessus, que le SI soit centré au minimum sur ce qui est strictement nécessaire dans ces opérations. Sur les acteurs et les features, je vais aller rapidement, parce que là, l'idée, c'est pas non plus de trop raconter. Dans tous les acteurs qui passent partout, et là vous en avez des dizaines pour chacun des pôles, hein, si je veux revenir en arrière, toc, non, ça ne revient pas en arrière, bon, c'est pas très grave, non, c'est celui-là. Toc. Donc dans tout ce patatoïde de données, il y a des acteurs partout, d'accord. Des ERP, il y en a des très bien, des très modernes qui font des choses très bien. Là-dedans, il y a plein de choses, et on va faire comme au démarrage. On va démarrer sur les opérations, comme on l'a dit, en haut à gauche, avec trois types d'acteurs, donc Store Commander qui est là aussi, c'est ça, Eric, vous êtes là, Store Commander, ils sont présents, donc si vous voulez un jour discuter avec eux. Store Commander, on serait sur une espèce de fonction complémentaire au produit et gestion des commandes, d'accord. Donc tout ce que vous pourriez faire dans un Sedge, un EBP, un Divalto, etc., Store Commander va en faire une bonne partie sur des travaux, des effets de masse, des travaux de gestion des produits, d'affectation de caractéristiques, etc. Donc pareil, on va éliminer une bonne partie de ce qu'on peut faire dans l'ERP. Très intégré. Shippingbo, donc que vous pourrez aussi avec qui discuter tout à l'heure éventuellement. L'intérêt de Shippingbo pour nous, c'est qu'on va être sur un outil fort et puissant qui va être quand même orienté sur les ventes et les marketplaces, avec beaucoup de connexions sur les marketplaces très natives, les stocks en temps réel, et là quand on parle de temps réel, c'est vraiment de mémoire à quelques secondes près, de façon à pouvoir maîtriser, notamment sur les marketplaces, hein, quand vous vendez sur Amazon, vous avez des produits assez touchy, il est essentiel que vos stocks soient vraiment en temps réel. Et le dernier, donc Boost My Shop, nous, les retours clients avec My Fulfillment sont excellents. On a des facilités de gestion très fortes. On a beaucoup de clients qui commencent vraiment à travailler là-dessus. Là, on a quelqu'un, un prospect récent, avec qui on a vraiment conseillé d'arrêter de tous ces bricolages dans PrestaShop et déjà la logistique. Il y a des outils qui font ça très bien et en avant.
intégration avec tous les transporteurs, enfin 40 en tout cas, et tout ça, ça rentre directement dans les modèles de données de PrestaShop ou de Shopify. Je ne vais pas préciser, mais évidemment, tout ça, ça fonctionne. En conclusion, comme ça, j'aurais tenu mes temps et laissé un peu de temps. Clairement, aujourd'hui, on peut se passer de RP au sens traditionnel du terme, de Sage, de BP, de Divalto, etc. C'est évidemment pas le cas de tous les métiers. Je ne vais pas cracher non plus sur ce qui fait des outils qui font quand même très bien leur métier. Évidemment, quand il y a des ERP qui sont des MRP, des manufacturing, donc des choses qui sont vraiment orientées production, usine, là c'est clair, on ne peut pas s'en passer. Mais aujourd'hui, faire sa compta, faire sa gestion de produits et tout ça dans un ERP, honnêtement, on peut quand même trouver d'autres solutions. Le centre de gravité passe clairement au commerce. Nous, on voit très bien aujourd'hui, il faut faire simple. Les outils, les CMS, qu'elles soient Shopify, PrestaShop ou plein d'autres, savent faire le boulot, sont largement au niveau pour faire le boulot du commerce, de la gestion des produits des clients, etc., dans certaines limites, évidemment. Mais ça suffit pour l'essentiel des choses. Tout ça, ça existe. Le point important, c'est quand on simplifie son SI, on est plus évolutif, plus réactif. Et ça, c'est une vraie valeur qui est malheureusement, c'est à chacun de la valoriser et de la faire. Merci. S'il y a des questions. Donc nos partenaires, Boost My Shop, Shippingbo et Store Commander, pour qui on a travaillé aujourd'hui. J'espère que vous nous paierez un café, s'il vous plaît, après. Voilà. Merci à tous. Merci, bonne journée. Et on est E32 pour Solidis, E32.